Voilà, donc maintenant on va essayer de parler des structures quotients. Les structures quotients, c'est quelque chose qu'il est important de voir dans leur globalité parce que c'est assez mal compris par les étudiants de licence. Les étudiants en master, ils essaient de rattraper un petit peu le coup. Mais bon, on sent qu'ils ne sont pas toujours à l'aise avec la notion, alors que les structures quotients sont omniprésentes dans les mathématiques et tous les objets qu'on a construits, à part peut-être l'ensemble n et encore, proviennent de quotients. Donc il y a un vrai paradoxe et quand même quelque chose à revoir là-dessus, c'est que il est important de comprendre la structure quotient pour bien dominer les objets en mathématiques. Euh, donc, ne serait-ce que Z, les entiers, ça vient d'un quotient, Q, les rationnels, ça vient d'un quotient, R, c'est un autre quotient, C, c'est encore un autre quotient, les complexes. Les espaces LP, ce sont des quotients. On a des quotients de tous les côtés. Alors là, on va essayer de faire le point sur, en donnant des exemples, hein, sur ces structures quotients. Alors, d'abord, euh, la structure quotient se voit de façon ensembliste, d'abord, et il faut bien voir une première chose, c'est que les mathématiques qu'on a appelées les mathématiques modernes, c'est-à-dire les mathématiques qui sont venues au XVIIIe siècle après des mathématiciens comme Lagrange, Galois, Abel, etc., sont des mathématiques des correspondances. Alors la correspondance, ça veut dire, on va essayer quand on a un problème quelque part, de l'amener ailleurs, et peut-être qu'ailleurs, on a d'autres outils pour pouvoir le résoudre. Et en gros, ensemblistement et naïvement, hein, ça veut dire qu'on veut trimballer des problèmes qui sont dans un ensemble vers un autre ensemble. Voilà, c'est vraiment l'algèbre moderne, en tout cas, c'est un peu le côté va voir ailleurs si j'y suis, et si tu peux résoudre ton problème ailleurs, c'est très bien. Donc, ici, quel est le problème? On a en gros une application hein, qui va chaque élément associé à un autre élément, une application f, et on veut rendre f bijective. Pourquoi? Pour pouvoir associer de façon binivoque les éléments de grand X et les éléments de grand Y. Mais a priori, il n'y a pas de raison de l'être. Alors, si on veut vraiment qu'elle soit bijective, eh ben, on commence par la surjectivité. La surjectivité, c'est pas un problème. On regarde ce qu'on appelle l'image directe, donc f de x, c'est tous les éléments qui sont images de certaines choses, voilà, tac, 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 voilà. Donc on a f de x, bon, ben, lui il n'est pas dans f de x, et il suffit de se restreindre, on dit co-restreindre des fois à l'image y, c'est-à-dire que au lieu de regarder f de x dans y, ben, on va regarder f de x dans f de x, ici, avec f de x qui est injecté, qui s'envoie dans grand Y. Maintenant, cette application, elle va être surjective. Je mets une double flèche ici, donc c'est presque la même application. On va dire que c'est la version surjective. Je vais mettre f indice S, c'est la version surjective de f. Et maintenant, si on veut rendre f injective, alors là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il suffit
de regrouper les éléments qui ont même image. Vous voyez, ces deux-là, ils ont même image, je vais les regrouper. Et puis là, c'est bon, là, ici, voilà. Donc j'ai fait une partition de mon ensemble X, et je l'ai rendu injectif en passant au quotient. Donc je prends une partition. Alors, une partition, il y a un théorème en mathématiques qui est fondamental, qui dit qu'une partition, c'est, dans un ensemble, c'est lié à c'est intimement lié à une relation d'équivalence. Alors, donc, associé, alors c'est quoi la relation? La relation comme ceci, x' est en relation avec x, alors on est dans grand X, hein, d'accord, s'ils ont même image, f de x' égale f de x. Et là, on va regarder l'ensemble quotient, c'est l'ensemble des parties ainsi formées, qu'on appelle des classes d'équivalence. Voilà, ici donc il y en a 3 hein, de classes d'équivalence, dont 2 singletons, mais voilà, hein, c'est juste pour un exemple. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le passage au quotient. Donc on va faire un schéma qui ressemble un peu à celui-ci. On avait fx, mais qui est une symétrie, c'est-à-dire qu'à chaque élément x, je lui associe la classe à laquelle il appartient. Donc cet élément x, je lui associe la classe à laquelle il appartient. Voilà, qui est comme ceci. Ça c'est une partie de grand X. Et là, j'ai une surjection, bien sûr, par définition, mais ici, je vais pouvoir passer au quotient, et par définition, là maintenant, quand je vais regarder grand X sur, d'accord, la relation d'équivalence, là maintenant, cet élément, ici, va être le seul à aller vers cet élément-là, etc., etc. Ce qui va faire qu'on va avoir ici une injection, ici, que je vais appeler donc la partie injective hein, de f. Donc vous voyez ce schéma, ici vous aviez f, vous avez injecté f de x dans y, et vous avez obtenu une surjection, alors qu'ici, vous avez surjecté x sur x, là ici, et là vous avez obtenu une injection. Alors pourquoi hein, quand on regarde la symétrie entre ces schémas, pourquoi ce schéma-là a été compris par tous les étudiants de licence et même peut-être avant, pourquoi c'est si naturel, alors que celui-ci, les gens ont tout le temps des difficultés et font toujours la grimace quand on leur dit « allez, on va passer au quotient ». Voilà, donc il faut parler de ça et faire un petit panorama de ceci. Donc ce qu'on veut, hein, c'est rendre les choses bijectives. Maintenant, si on doit terminer, on a obtenu maintenant, si on part de lui et qu'on va maintenant dans lui, f de x, alors, ça y est, on a obtenu notre bijection f b, la partie bijective de f. Et ça va se voir dans toutes les autres structures, pas que la structure ensembliste. On va commencer par la structure de groupe, d'espace vectoriel, d'anneaux, et ça va avoir des tas d'applications. C'est vraiment l'algèbre moderne. Donc maintenant, cette idée de créer des bijections, pour créer des correspondances, elle est très féconde avec les groupes. Bon, on a déjà vu un petit peu ça dans une série de petites vidéos sur compter avec les groupes, donc on va un petit peu reprendre ça. C'est-à-dire que si j'ai maintenant
est un groupe, hein, il peut être commutatif ou non, ou fini ou non, etc., et qui agit sur un ensemble grand X, c'est-à-dire que on va avoir une application qui va de G croix X dans le grand X, et avec juste deux axiomes, c'est-à-dire que l'élément neutre sur X, c'est X, et G'.G.X, c'est G'.X, voilà, donc ça c'est l'action. Et maintenant, avec cette action, on va essayer, on fixe un petit x dans grand X, on regarde l'application phi x qui va de G, voilà, donc ça va être notre première application de base, qui à G donne G.X, voilà, celle-là elle est intéressante, avec ça, ça va être un bon point de départ pour créer une bijection. Donc comment on va créer cette bijection? La première chose, c'est qu'on va rendre phi x surjective, évidemment. Alors comment on va le rendre phi x surjective? Bon, je l'appelle encore phi x, hein, je ne vais pas donner des nouveaux noms. Hein. Dès que je fais quelque chose, ici, ce sera phi x. Alors, en l'envoyant sur l'image de phi x, ça c'est ce qu'on appelle l'orbite de x, par définition, c'est l'image phi x de G, c'est-à-dire l'ensemble des G.X quand G, petit g, parcourt grand G. D'accord? Alors, maintenant, donc là maintenant, ça y est, c'est surjectif. Maintenant, quand est-ce que c'est injectif? Eh bien, quand on va avoir G. Donc, il faut regarder l'injectivité avec G'.X est égal à G.X. Donc, on va mesurer le défaut d'injectivité, et là, vous passez G-1 de l'autre côté, ça fait G-1 point, en fait, vous passez par G-1 des deux côtés, par G'.X égale G-1 point G.X. Avec les deux axiomes ici, ici on va avoir l'identité avec celui-ci, et l'identité on va avoir X, et ici ça va faire que G-1, G' point X est égal à X. Et c'est là qu'intervient un groupe, c'est-à-dire ici le groupe, le stabilisateur, on va poser ça, c'est le stabilisateur, c'est l'ensemble des, je vais appeler H, c'est mieux, dans G tel que H.X est égal à X. Donc ça, c'est équivalent à dire que G', G-1, pardon, G' appartient au stabilisateur de X. Et donc, je multiplie par G des deux côtés, c'est-à-dire que G', il appartient à la classe de G, d'accord, pour le sous-groupe Gx, parce que Gx est vite vu d'être un sous-groupe de G. D'accord? Alors, ça va créer des classes d'équivalence. Donc, c'est quoi l'équivalence exactement dans G? L'équivalence qu'on avait vu tout à l'heure dans les ensembles. En gros, l'équivalence, c'est que G' est équivalent à G si il existe H dans Gx tel que G' égale GH. On voit facilement, que, comme tout à l'heure, qu'on a bien une relation d'équivalence. Voilà. Maintenant, on va pouvoir continuer. On a vu que on avait cette bijection-là, et cette bijection-là, on peut voir dans d'autres vidéos qu'elle nous permet de compter, mais on peut voir dans pas mal de livres
qu'elle est très très féconde, elle permet de comprendre, elle se décline avec la topologie, elle se décline avec des structures différentielles, etc. Bon, ça c'est quand même quelque chose. Mais maintenant, cet ensemble-là, le problème ici, c'est qu'il perd la structure qu'on avait au départ, hein, qui est la structure de groupe. Donc, on voudrait une notion de groupe quotient. Et ici, ça veut dire que, est-ce qu'on peut multiplier, oui, on va prendre G et H, on va prendre une classe ici, et puis une autre classe. Voilà, donc ça c'est deux éléments de G sur H. Alors donc on va prendre H, un sous-groupe de G, et on aimerait que ce soit égal à ceci. Ben, vous voyez bien ce qui se passe. Si G est abélien, alors si G est abélien, bon ben effectivement, vous pouvez, regardez, commuter, hein, d'accord, et puis le H va passer de ce côté-là. Bon. Donc ça c'est bien. Ok, on a cette formule, et on va avoir que G sur H, pour la multiplication induite de G, va être un groupe. C'est assez facile de voir qu'on va avoir tous les axiomes du groupe. Mais si G n'est pas abélien, on a une petite difficulté, mais on se rend compte que, regardez, hein, si on doit décomposer le mouvement, hein, regardez, on a G, G', on veut les multiplier. Alors, décomposons, hein, on a une associativité, d'accord? Donc ça, faut pas avoir peur de l'ensemble H, hein, ça veut dire que c'est tous les petits H possibles dans grand H. Hein. Donc ici, on a ça. Maintenant, on veut commuter. Donc là, il y a un point d'interrogation là-dessus, c'est ça qu'on veut faire. Et ici, après, on réassocie. Mais comme H est un sous-groupe, H fois H, on prend deux éléments de H, on se retrouve à nouveau dans H. Voilà. Donc il y a juste ce petit problème, mais on se rend compte que cette commutation, ça demande que G' passe ici, mais pas forcément avec le même H, parce que lui, il a été anonymé, en quelque sorte. Il est dans le grand H, mais on s'en fiche. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que si on a H, G' avec H dans grand H, alors il est sous la forme G', H' avec H' dans grand H. Ou, si vous préférez, on veut que G' moins 1 H G' appartiennent, donc ça va être notre H', d'accord, appartiennent à grand H. Voilà. Donc, on a ça, c'est ce qu'on appelle les sous-groupes distingués. D'accord, on a une définition de sous-groupe distingué. Si, en plus d'être un sous-groupe, il est stable par ça, donc si quel que soit H dans H, bon, alors G moins 1 H, G, bon, et quel que soit G dans grand G, alors ça appartient encore à H. Voilà. Ce qui nous permet d'obtenir encore une structure de groupe là-dessus. Voilà, on va tout de suite voir des applications aux structures quotients. D'abord, on suppose que N, on sait le construire, la base, et on construit Z. Comment? Eh bien, on regarde N
croix n, donc le produit cartésien, voilà, avec le muni quotienté par l'équivalence où x, on va mettre des a et des b, c'est plus joli, a et b est équivalent au couple A', B', si A plus B' est égal à B plus A'. Vous voyez, dans n, on n'a pas le droit d'écrire la soustraction. La soustraction n'est pas une opération de n, c'est pas stable, mais on a le droit d'écrire des additions. Et en fait, ça veut dire que on va associer ici ce qu'on pense, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre la classe de AB, donc tous les éléments qui correspondent à AB, on peut faire un petit dessin, hein, d'accord? Donc ici, voilà, donc c'est n, c'est le réseau, là, comme ceci, hein, d'accord? C'est n au carré. Et ici, voilà 0, 0, et les éléments qui vont être équivalent à 0, 0, ça va être tous ces éléments-là, puisque ça va correspondre ici, si on a A, B égale 0, à B' égale A', donc c'est exactement la première diagonale. Et si on prend maintenant 1, 0, là, ce point-là, donc voilà la classe de 1, 0, voilà la classe maintenant de 0, 1. Et en fait, ici, dans n, ça va correspondre à ce qu'on pense être A moins B. Et A moins B, ça veut dire qu'ici, on a construit, si on prend 1, 0, ben on a 1. Si on prend 0, 1, ben on aura moins 1. Donc voilà, si un jour vous voulez montrer moins 1 à quelqu'un qui a jamais vu quelque chose de négatif, parce que le négatif est invisible, sauf en tant qu'opérateur, hein, quand on vous retire quelque chose, oui. Mais si vous voulez le voir concrètement, moins 1, ben le voilà. D'accord ? Voilà. Donc maintenant sur Z, ben on crée des opérations, parce qu'il y a un passage au quotient, des opérations naturelles de n, et donc de n croix n, ben, on a une addition sur les couples, et on vérifie que cette addition passe bien au quotient, c'est-à-dire que A plus B, AB bar plus A', B' bar, on a envie de dire que c'est A plus A', B plus B' bar. Alors ça, c'est facile à écrire, mais ça se vérifie, c'est-à-dire qu'il faut il faut voir que c'est tout un ensemble, vous le voyez, cet ensemble, là, il est là. Et là, c'est tout un ensemble aussi, et c'est égal à tout un ensemble. C'est un petit peu comme quand on dit, quand on ajoute un pair avec un autre pair, on a un pair. Ou un pair plus un pair égale un pair. C'est des sommes, d'accord, qui se passent sur des ensembles, d'accord. On ajoute des parties, d'accord. Donc ça c'est une somme de parties, mais ça se vérifie. C'est-à-dire qu'il faut vérifier que, en ayant défini ça, c'est bien défini. Alors ça c'est le mot clé quand on rentre dans les structures quotients, il faut toujours avoir ce mot prêt à dégainer, ce qu'on appelle la notion d'être bien défini. C'est-à-dire que je prends n'importe quel représentant ici, ce qu'on appelle un représentant, hein, donc un élément que je choisis dans la classe, et ici, n'importe quel élément que je choisis dans la classe, eh bien, ce sera toujours dans cette classe-là, sinon c'est pas bien défini. Alors maintenant, les autres constructions, eh ben, on a des constructions analogues avec Q. Ben, Q, ça va être quoi? Ça va être, ben, on veut diviser de la même manière que dans Z, on voulait soustraire. Mais attention, là, d'accord, même en période de confinement, on n'a pas le droit de diviser par 0. Ça n'a pas été encore un décret. Et donc ici, on quotiente. Donc ici, on va diviser. Donc ici, je prends Z étoile. C'est les nombres nuls. Alors, qu'est-ce que c'est AB? Donc B, il est non nul, hein, d'accord? Et A', B'. Donc si, donc la relation d'équivalence, ça va être A fois B' égale A', B fois A'. Hein, je vais le mettre comme ça.
B fois A', ce qui va permettre d'avoir A sur B égale A' sur B', exactement comme on pense, sauf qu'on n'a pas le droit de l'écrire, puisque la division, à ce moment-là, n'a pas encore été inventée, parce que c'est pas une opération dans Z. Voilà, donc on peut construire Q, et de la même manière, on peut construire les fractions rationnelles comme étant égales à, je vous laisse deviner, donc K de X, donc les polynômes, croix K de X, étoile, parce qu'on ne divise pas par 0, sur une relation d'équivalence qui est la même. Donc déjà, vraiment, les premiers objets de base qu'on utilise, même voilà, collège, lycée, eh ben, c'est des structures quotients. Alors ça, c'est embêtant, parce que on apprend le quotient, à dominer le quotient que vraiment très tard hein, dans l'enseignement. Il faut peut-être faire quelque chose, mais bon, voilà. Hein. Et c'est un petit peu comme quand, je sais plus qui s'était moqué de Peano, de son axiomatique, il avait dit, oui, quand il avait commencé à introduire n, il avait dit, oui, il y avait quelqu'un qui avait dit, on est en train de comprendre le nombre 1, page 10. Ouais, il y a une espèce de contradiction à ça, d'apprendre des objets avant d'avoir compris comment on les construit. Voilà. Alors, on va donner d'autres structures quotients célèbres. Donc, on avait dit N, Z, Q, donc vraiment notre bac à sable, quoi, hein, vraiment. On continue avec R, bah oui, R, hein, d'accord, c'est quoi R? Bah, il va être défini comme l'ensemble des suites de Cauchy dans Q, et on regarde modulo quoi, ben, UN, une suite de Cauchy à valeur dans Q, est équivalente à une autre suite de Cauchy si UN moins Vn tend vers 0. Donc on vérifie encore que c'est une relation d'équivalence. Vous voyez que le truc, c'est de pouvoir définir un ensemble sans parler de cet ensemble. Il ne faut pas se mordre la queue, en quelque sorte. Alors que là, on a parlé juste de 0, et 0, on a le droit, parce que 0, il existe déjà dans Q, la soustraction existe dans Q, donc on a parlé que de choses qui existaient, la suite de Cauchy, etc. Et donc, bon, ça veut dire que quotienter, c'est vraiment assimiler, c'est assembler ce qui se ressemble, d'accord? Ça, c'est quand même voilà, ça fait partie des mots-clés à avoir, assembler ce qui se ressemble, on avait dit tout à l'heure quoi, bien défini, tout ça. Bon, et ces suites de Cauchy, évidemment, elles veulent définir un élément. Mais il se trouve que si on reste dans Q, elles définissent rien du tout. Donc par exemple, vous avez une suite qui va tendre vers racine de 2. On sait que on a des suites qui tendent vers qui sont dans Q, alors dans Q, et qui vont tendre vers racine de 2, mais il y en a plusieurs de suite. Donc, à partir du moment où elles tendent vers racine de 2, mais racine de 2 n'a pas été encore inventée, donc on peut regarder juste la suite, mais on va assimiler toutes les suites qui tendent vers racine de 2, qui n'a pas été inventée, donc j'ai pas le droit de le dire, mais par contre, toutes ces suites, je peux dire qu'elles ont en commun qu'elles sont équivalentes, et inversement, si elles sont équivalentes, alors si elles sont équivalentes, c'est qu'elles convergeront vers le même élément. Et donc, je tue la différence, en quelque sorte, en regardant l'ensemble quotient, sur lequel je vais mettre encore une multiplication, une addition, etc., que je fais terme à terme avec les suites. Voilà. Après, il y a aussi les espaces LP, qui vont être des fonctions qui ont par exemple des fonctions réelles, qui vont avoir des propriétés particulières, et on va dire que deux fonctions sont
équivalente si elle diffère, disons, si elle ne diffère pas, hein, sur un ensemble de mesures nulles. Voilà. Et ça aussi, c'est un espace de fonctions, voilà, c'est des vraies fonctions, mais on va assimiler deux fonctions qui sont presque pareilles, sauf sur un tout petit ensemble trop léger pour être vraiment important. Donc voilà des objets qui sont importants. Et puis, bon, on en verra d'autres, comme par exemple C. Mais là, il faudrait quand même voir les idéaux d'abord. Alors, maintenant, la structure de groupe, qu'est-ce qu'elle nous apporte en plus, puisqu'on a vu la structure de groupe? Ben, par exemple, les sous-groupes de Z, ils sont de la forme NZ. Ça, c'est quelque chose qui se fait grâce à la division euclidienne. Et Z sur NZ, plus, va être un groupe. Voilà. Donc ça, c'est utile. Et on a vu tout à l'heure de façon ensembliste que quand on avait une application de X dans Y, une application F, alors on pouvait créer une application qui était à la fois injective et surjective. Là, il faut quotienter, et là, il faut prendre l'image directe. Voilà. Et bien, qu'est-ce que ça va devenir dans le monde des groupes? Et bien, simplement, si on va de G dans G', et on prend phi un morphisme, alors ce morphisme, on le rend, vous allez me dire artificiellement, mais n'empêche que on va avoir une communication biunivoque entre ces deux objets-là, ces deux groupes-là, et ça va rester un morphisme qu'on va appeler par exemple phi bar, du quotient ici. Alors ici, on sait que ces quotients-là vont devenir des sous-groupes ici, parce que on va avoir le noyau qui est plus à définir, vous connaissez ce que c'est un noyau, ben ça c'est un sous-groupe qui est distingué, on va avoir une structure de groupe là-dessus, et ici on va regarder sur l'image phi de G. Et là, on va avoir ce qu'on appelle un isomorphisme, qui est un peu le Graal de l'algébriste. Hein, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a des espaces vectoriels? Ça, c'est intéressant. Regardez, avec un espace vectoriel, E plus point, donc ici sur un corps K, eh ben, on prend un sous-espace vectoriel. Donc là, c'est un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel. En particulier, c'est un sous-groupe, donc on va avoir une structure quotient, d'accord? Puisque c'est un sous-groupe abélien, on a vu que quand c'était abélien, il n'y a plus rien à vérifier, le passage au quotient de l'addition se fait directement. Alors qu'est-ce que c'est que E sur F, hein, si on se pose des questions? C'est l'ensemble des X plus F, on regarde des classes modulo F, où X parcourt E. D'accord? Alors, maintenant, on a envie de mettre une structure un peu plus riche que celle de groupe. Ici, on va multiplier par lambda. Ben oui, effectivement, quand on multiplie là, ici, j'aurai toujours un élément de la forme lambda x plus, je peux développer ici, et lambda f, ça va rester dans f. Donc ça va être bien défini. D'accord? Ça va bien être défini, ce qui veut faire que dans le quotient, ça va s'écrire lambda fois x, par définition, c'est la classe de lambda x, et on vérifie que c'est bien défini. D'accord? Voilà. Et qu'on a tous les axiomes, on va avoir une structure d'espace vectoriel, c'est pas la peine de vérifier tout ça, ça va être héréditaire, ça va découler
ça va ruisseler. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est des espaces vectoriels, donc tout de suite on se dit quelles sont les bases. Alors les bases, en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est qu'on va avoir un théorème, c'est que si on prend soit on va supposer que dim de E est fini, d'accord, on va déjà supposer qu'on est en dimension finie, soit f' un supplémentaire de f, de f dans E, et E1, Ek, une base de f', alors les classes E1, Ek, c'est une base de E sur F. C'est-à-dire que une F a été annulée, donc toute base de E ne peut pas devenir une base de E sur F, parce qu'il y a des tas d'éléments qui deviennent nuls, tous les éléments de F. Mais maintenant, si on prend un supplémentaire, il va survivre à cette annulation, puisqu'il est supplémentaire, il ne touche pas F à part 0. Donc il va survivre à cette espèce de grande destruction, de grand chamboulement que représente le quotient, où il y a toute une partie qui disparaît, qui s'annule. Hein. Voilà. Alors c'est assez facile à démontrer. Hein. Donc la preuve, elle est assez élémentaire, mais évidemment, il faut savoir la faire. Donc il faut vraiment montrer que c'est libre et générateur. Donc d'abord, libre, on va partir de somme de lambda i, ei, bar de i égale 1 à k égale 0 bar. Donc vous pouvez mettre maintenant une barre partout, d'accord? Et là, c'est 0 bar. Si c'est 0 bar, c'est que c'est nul. Si c'est nul, c'est que c'est dans le noyau de l'application bar, c'est-à-dire f, c'est-à-dire qu'on va avoir sigma de lambda i ei appartient à f. Mais comme ça, c'est dans f', qui est supplémentaire, ça implique que somme de lambda i ei est égale à 0, puisque c'est dans l'intersection de f et de f', et comme là c'est un cas, et comme les ei forment une base de f', ça implique que les lambda i sont tous nuls. D'accord? Donc ça, c'est pas difficile. Maintenant, on va montrer que E1, Ek est génératrice. Et pour cela, on va compléter. On avait dit que E1, Ek, c'est une base de f', qui est en somme directe avec f. Donc on va prendre une base de f. Voilà, E est dimension, quand E est dimension n. Et donc on va concaténer ces deux bases pour faire une base de E, puisque c'est en somme directe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que c'est le générateur en prenant un x bar quelconque dans E sur f. On décompose en x en somme de lambda i ei i de 1 à n, puisqu'on a une base de E. Maintenant, on regarde ça, on applique la formule du quotient, ici, en mettant les barres partout, et maintenant, on se rend compte que tous les éléments de ei, les éléments de cette base sont dans f, et donc dans le quotient, hein, si x appartient à f, ça implique par définition que x bar c'est 0.
d'accord? Et d'ailleurs, c'est équivalent, hein, d'accord? C'est F, c'est exactement les gens qui s'effondrent hein, dans égal, on va dire ça, ou appartient à la classe de 0, hein, x appartient à la classe de 0, ou x bar égale 0 bar dans E sur F. C'est exactement, grand F, c'est exactement les gens qui s'effondrent, qui s'annulent hein, dans le passage au quotient. Voilà, donc ici, ça veut dire qu'on a une somme I égale 1 à K de lambda I, EI bar. Voilà. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que la dimension de E sur F, maintenant, donc on a démontré qu'on avait bien que ça c'était libre générateur, donc au niveau dimension, c'est la dimension de F', c'est-à-dire la dimension de E moins la dimension de F d'après ça. Voilà. Donc ça nous fait quelque chose d'important. D'abord, on peut penser hein, un quotient ici, parce qu'on est dans l'espace vectoriel et qu'on a ce théorème de la base incomplète qui est vraiment voilà, qui est particulier aux espaces vectoriels. On ne peut pas le penser comme ça chez les groupes, mais on peut toujours penser un espace quotient comme un peu comme un supplémentaire. Sauf que on dit un supplémentaire, mais on dit l'espace quotient. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et pour lequel ça vaut le coup de regarder les quotients dans les espaces vectoriels. Donc on va aller un petit peu plus loin là maintenant. Par exemple, donc si quand vous regardez, hein, vous allez regarder voilà, phi, un endomorphisme de E. D'accord? Et vous allez supposer que F est stable par phi. Maintenant, vous prenez votre base ici, la base globale de E, ici, E. Vous regardez la matrice de phi dans E, et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que ici, vous allez avoir donc la base de F. Ici, donc vous allez avoir la base de F. Ici, vous allez avoir la base de F'. Et ici, la base de F'. D'accord? Ici F', ici F, F', F. Et bien, le fait que F est stable par phi, ça veut dire que ici, on va avoir un bloc qui va être la matrice de l'induit phi induit sur F. D'accord? On va avoir un endomorphisme induit, et ici, on va avoir que des zéros. Maintenant, F', c'est pas parce que F est stable par phi que F' va être stable par phi, ça pas du tout. Donc ici, on va avoir un autre bloc diagonal, mais on va avoir un bloc triangulaire inférieur. Alors ça, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir, mais ici, regardez, si vous, en gros, hein, je le fais intuitivement, mais après ça se dit avec des barres, etc. Mais je vais essayer de résumer un peu la preuve, mais voilà. Donc si vous tuez F, vous le tuez dans l'espace de départ, mais maintenant vous le tuez aussi dans l'espace d'arrivée, et il vous reste que ça. Ça veut dire que c'est la matrice de quoi? Ben, c'est la matrice de phi, d'un phi qui serait sur E sur F. Alors ça veut dire quoi, un phi sur E sur F? Ben, ce phi va aller de... Bon, je vais l'appeler phi bar, d'accord? Je vais l'appeler phi bar, c'est plus facile. Mais dans la base E bar, celle qu'on a construite comme ceci, donc cette base-là, hein, E bar, d'accord? Et la matrice, donc phi bar, ça va être quoi? Ça va aller de E sur F dans E sur F, qui a x plus F associe, ben, phi de x plus F. Voilà, attention, normalement, il y a un mot qui doit venir à votre esprit. Est-ce que c'est bien défini? Parce que, ici, j'ai pris une classe, mais là, j'ai pris un représentant de la classe, petit x, et il faut vérifier
que ça ne dépend pas du représentant. Donc si je prends un y qui est de la forme x plus quelque chose v avec v dans grand F, si je prends phi de x plus v, avec lui dans grand F, bah ça va faire phi de x plus phi de v par linéarité, et phi de v, puisque f est stable par v, bah ça va être phi de x, ça va être dans phi de x plus f. Donc ça ne dépend pas hein, du représentant choisi, et voilà sa matrice, et c'est là. Alors, une formule qui vient directement des structures quotientes dans les espaces vectoriels, qu'on utilise tout le temps, c'est la formule du rang. Hein, donc, et ça, c'est une application directe hein, du rang. Regardez, hein, vous prenez une application linéaire entre deux espaces vectoriels, phi, donc qui est une application linéaire de E dans F, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est ce qu'on avait dit dès le départ, hein, c'est la construction de départ, c'est-à-dire qu'elle va induire une application qui va être bijective, qu'on appelle l'isomorphisme canonique, entre E sur ker de phi et im de phi, d'accord? Donc c'est ce qu'on veut faire dès le départ, et ça va être une bijection. Et comme c'est en bijection, on est en dimension finie. Hein. Donc les dimensions sont les mêmes. Donc on a dim de E sur ker phi est égal à dim de im phi. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rang de phi, par définition. Hein. Et ça, ben, on vient de voir que c'est la dimension de E moins la dimension de ker de phi, ce qu'on appelle la codimension de ker de phi. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà, ça tombe tout de suite. Alors, maintenant, on va regarder quelque chose dans la réduction qui est fondamental. Dès qu'on n'est plus dans le monde des matrices diagonalisables, on est confronté à ce problème-là. C'est ce qu'on appelle les noyaux emboîtés. Et les noyaux emboîtés, c'est quoi? C'est que vous prenez phi, un endomorphisme, on est en dimension finie, vous calculez le polynôme caractéristique, vous trouvez une racine du polynôme caractéristique, donc vous avez lambda dans le spectre de phi, et maintenant vous regardez l'espace propre. Bon, alors l'espace propre c'est E lambda, vous connaissez, hein, c'est donc ker de phi moins lambda identité qui va être non nul, hein, donc qui va contenir strictement 0, voilà. Et lui, si on n'est pas dans le cas diagonalisable, il n'est pas assez grand, lui, avec ses autres copains, avec les autres spectres, pour reconstituer tout eux. Alors il faut prendre faut aller plus loin dans les puissances pour avoir une chance d'obtenir quelque chose d'un petit peu plus gros, et c'est là qu'interviennent les noyaux emboîtés, c'est-à-dire, on a ici ker de phi moins lambda identité, puissance k, comme c'est des endomorphismes, hein, on a une notion de puissance, hein, on compose, et on a ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah, d'abord, comme lambda appartient au spectre, bah, on a ça qui est inclus dans... Alors ici, je vais mettre k de lambda, je vais mettre un petit indice k aussi, hein, d'accord? Donc, pour k égale 1, ben, on a l'espace propre, ici. Donc ici, bon, c'est k de lambda 1. Et ensuite, ben, c'est facile de voir que c'est inclus dans k de lambda 2. Alors pourquoi? Ben, parce que si on est annulé par un endomorphisme, d'accord, alors on est annulé par son carré, parce que quand on va déjà avoir 0 du premier coup, alors en deux coups, on aura forcément 0, et etc. C'est inclus, donc ce qu'on appelle, c'est les noyaux emboîtés, vous voyez.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un lemme tel qu'il est, on peut le trouver dans les histoires hellénistes de groupes et de géométrie. Ce lemme, il dit que la dimension, alors j'aime bien, c'était Rachel Naimé qui avait trouvé cette expression, je crois, qui disait la suite des noyaux s'essouffle. Alors ça veut dire quoi, s'essouffle? On voit bien que la suite, elle monte, mais elle monte en s'essoufflant, comme quand on s'essouffle dans les escaliers quand on monte. Et c'est-à-dire que la différence ici qu'on a ici, la différence entre ces deux-là, va être plus grande que la différence, ou plutôt quand on s'essouffle, ça veut dire que la différence qu'on a entre ces deux dimensions de noyau va être plus petite que cette différence-là. Donc en gros, si on doit regarder, c'est comme une fonction concave, donc quelque chose qui s'essouffle, comme ceci. Alors donc ça monte, mais ça monte de moins en moins, hein, comme ce qu'on espère du coronavirus. Donc ici, la dimension de k indice lambda k plus 1 moins la dimension de k lambda k, il faut montrer que c'est inférieur à la dimension de k lambda k moins la dimension de k lambda k moins 1. Voilà, tout simplement, hein, c'est-à-dire que plus on avance, plus les différences sont petites. Il y a essoufflement, c'est comme une dérivée de seconde discrète, hein, si vous voulez. Voilà. Alors ça, c'est vraiment important. Ça va avoir des tas de conséquences et il faut voir que ça provient des structures quotients. En fait, qu'est-ce qui se passe? Cela provient c'est que on a une injection d'un espace quotient. Donc ici, c'est des espaces vectoriels, évidemment, hein, et comme ils sont emboîtés, on peut faire des quotients, hein, voilà, qui va s'injecter dans k lambda k quotienté par k lambda k-1. Voilà. Ça va provenir de ceci. Effectivement, si on arrive à montrer que lui s'injecte, ça veut dire, bon, je mets une flèche, hein, ça veut dire qu'il n'est pas dedans vraiment, mais il est dedans via une flèche, via un isomorphisme canonique sur une sous-structure de lui. Et ici, si on arrive à montrer ça, alors on prend la dimension et on a directement ce que l'on veut. Voilà, on va trouver un morphisme injectif qui va de là vers là. Alors, bon, j'essaie de vous sensibiliser à la notion de bien défini, ça veut dire qu'il est difficile généralement de partir d'un quotient, parce qu'il faut montrer que c'est bien défini. Et pour pallier ce problème, on part de l'objet qui est au-dessus, et ensuite on fait un passage au quotient, parce qu'on sait qu'on peut quotienter par le noyau ou par une partie du noyau. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par construire un morphisme tout simple de k lambda k plus 1 dans k lambda k, on va appeler psi, d'accord? Et psi, c'est tout simplement phi moins lambdaïde, bon, restreint à ça. Ben oui. Ça, c'est des éléments, x appartient à ça, si phi moins lambdaïde puissance k plus 1 de x égale 0. C'est-à-dire si psi puissance k plus 1 de x égale 0, c'est-à-dire si psi k de psi de x égale 0. C'est-à-dire si psi de x appartient
là faut que je vérifie quand même, appartient à K lambda. Voilà. Alors maintenant, ça c'est un si et seulement si, ça c'est un si et seulement si, et ça c'est un si et seulement si. Donc c'est toutes des équivalences. Donc ça veut dire que on a bien défini, c'est-à-dire il y a aussi un bien défini d'arrivée, hein, on peut dire le co-bien défini. Donc quand on part de là, et si on arrive bien là, alors c'est bien défini. D'accord ? Voilà. Donc maintenant, voilà, je vais peut-être effacer pour avoir un petit peu de place ici. Pardon, mon montage qui est en train de s'écrouler. Voilà. Bon, alors donc psi, c'est ça, on s'en rappelle. Et maintenant, je vais composer avec le quotient. Hein. Maintenant, voilà. Vous voyez comment on fait pour construire un morphisme. On commence par construire de là vers là. Ensuite, on quotiente. Ça, c'est sans douleur. Voilà, là, on a quelque chose de sans douleur. On prend la projection canonique hein, à un élément, on associe sa classe. Hein. Donc ça fait des morphismes d'espace vectoriel. Hein. Tout ça, c'est des morphismes d'espace vectoriel. Et puis maintenant, je vais quotienter par le noyau. Et qu'est-ce qu'il suffit de montrer? Il suffit de montrer que le noyau de ça, donc c'est pi rond psi, c'est justement k lambda indice petit k. Effectivement, on pourra passer au quotient, et c'est comme ça qu'on rend les choses injectives depuis le début, c'est en passant au quotient par un certain noyau. Au départ, c'était par une certaine relation d'équivalence, et avec les structures, ça a été remplacé. Cette relation d'équivalence est remplacée par quelque chose un peu plus sophistiqué, c'est le noyau. Voilà. Donc, il suffit de montrer ceci. Qu'est-ce que c'est que ker de pi rond psi? C'est d'abord, ça veut dire qu'on veut avoir 0 ici. Donc, on commence par faire pi moins 1. Donc, on regarde 0 ici, qu'est-ce que ça va donner ici? Donc ici, 0, dans un premier temps, on a pi moins 1, donc ça va faire psi moins 1, 2, pi moins 1. D'accord? Vous voyez, ça s'est inversé, c'est normal. Hein, quand on va en sens inverse, on fait les choses à l'envers. Donc pi moins 1 de 0. Voilà. Donc ça, c'est psi moins 1, pi moins 1 de 0, on sait, c'est le noyau de pi. Et le noyau de pi, c'est le sous-espace par lequel on a quotienté ici, on a ça. Voilà. Donc maintenant, il faut montrer que ça, c'est égal à ça. Donc si x, donc on va prendre un x ici, qui appartient à ça, donc x appartient à psi moins 1 de k lambda k-1, si et seulement si, psi de x appartient à k lambda k-1, si et seulement si, c'est tout droit, hein. Si k-1 de psi de x est égal à 0, par définition de ce que c'est ça, si et seulement si, psi k de x égale 0, et si et seulement si, psi x appartient bien à k lambda petit k. Voilà, on a démontré et c'est terminé. On n'a que cette suite des noyaux emboîtés. Elle s'essouffle, alors elle va monter, puis à un moment, bon évidemment, elle va s'arrêter, puis il va y avoir un palier après. D'accord? Donc en gros, hein, ça va être comme ceci, elle va faire ça, et puis à un moment, une fois qu'elle s'arrête, qu'elle est à 0, elle a un palier. Et il va y avoir un dernier élément, et c'est lui qu'on va appeler le sous-espace caractéristique, le k lambda max, ici, pour lequel commence le palier. Ça va être le sous-espace caractéristique ici. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans la théorie de la réduction, et qui est lié aux structures quotientes.
Voilà. Alors dans la série des structures quotients, on a vu les ensembles avec cette idée de créer des bijections. On a vu les groupes avec deux types de quotients. Un quotient qui n'est pas encore un groupe, mais qui permet d'avoir des bijections avec des ensembles par action de groupe. Et puis un quotient par un sous-groupe distingué, où là on récupère un groupe. Voilà. Et puis on l'a vu avec les espaces vectoriels, où on a vu comment la formule du rang était naturelle avec les quotients des espaces vectoriels, et aussi on a vu cette histoire de noyau emboîté. Donc là maintenant, on va attaquer les anneaux, hein, et voir, bon, quand on a A, un anneau, ça veut dire qu'on a une addition, une multiplication qu'on va supposer commutative, et on veut quotienter, d'accord, par un objet qu'on va appeler idéal. Et qu'est-ce que c'est cet objet idéalisé? C'est que il va être tel que quand on va regarder le quotient A sur I, donc ça c'est l'ensemble des A plus I c'est au départ une partie de A, d'accord, et A plus I tel que A parcourt grand A, voilà. On veut que ce soit encore un groupe pour l'addition, donc ça veut dire qu'on veut que 1 I soit un sous-groupe de A, d'accord. Du coup, comme l'addition est abélienne, hein, ça suffit pour avoir un groupe ici. Et on veut maintenant une multiplication. Alors ça, c'est un petit peu nouveau. Alors, à quelles conditions? On voit que l'égalité qu'on aimerait, l'égalité idéale, c'est celle-ci, c'est-à-dire que la classe de A, ici, qui est A plus I, fois la classe de B, soit la classe de AB. Donc il faut que ça ne dépende pas, hein, de l'élément choisi dans la classe. Et ici, il faut que ça fasse A plus BI. Alors ici, on a AB, là ici on va avoir AI, plus IB, plus I, et I étant un groupe pour l'addition, il suffirait d'avoir que I est stable par multiplication à gauche et par multiplication à droite, mais ça revient au même parce qu'on est en abélien, par... voilà. Donc on va avoir... Donc ici, comme on est en abélien, je vais juste mettre à gauche. Donc si petit a est dans A, alors, on va prendre x dans I, alors AX appartient à I. Voilà. Avec ça, on a ce qu'on appelle un idéal, et on va pouvoir continuer. Alors la première chose, c'est que quand on va prendre Z, c'est un anneau pour addition et multiplication, et on va poser I égale NZ. Les idéaux, c'est déjà des sous-groupes. On avait dit la dernière fois que les sous-groupes de Z, c'était NZ, ça se fait par division euclidienne, et NZ ici est aussi un idéal. Oui, hein, vous voyez bien que c'est un sous-groupe, voilà, donc les multiples de N c'est stable par l'addition, hein, évidemment, par la soustraction aussi, et ici c'est stable par la multiplication par un entier, c'est-à-dire que vous multipliez un multiple de n par un entier quelconque, vous gardez un multiple de n. Alors ça c'est assez intéressant, je signale que les idéaux, donc ici de z, même comment on pense les idéaux, un petit peu comme une généralisation des multiples de quelque chose. Et entre parenthèses, c'est souvent important de savoir que si deux idéaux ici sont inclus l'un dans l'autre, donc ici on a nz et ici mz, c'est si m divise n, c'est-à-dire que c'est une maxime en arithmétique que diviser, c'est contenir. Vous voyez, diviser, c'est M qui divise, c'est contenir, c'est J qui contient I. Voilà ce qu'on avait à dire. Donc ça va faire que
on aura des éléments ici qui vont être, voilà, on va avoir ici un anneau. Et pourquoi passer de cet anneau à celui-ci? Parce que lui a des propriétés, sans perdre l'addition et la multiplication, il a des propriétés sympathiques. D'abord, il est fini, alors que lui est infini, mais sa finitude va impliquer d'autres propriétés, comme la possibilité de savoir si on a un carré tout de suite. Par exemple, donc ça c'est comme, bon, dans un premier temps, quand n est premier, et puis après dans un deuxième temps un peu plus difficile, mais ça c'est le symbole de Legendre, et aussi Lagrange. Donc on vient de voir que les anneaux peuvent être eux aussi quotientés si on a des idéaux. Les idéaux, ça généralise l'arithmétique, hein, et l'arithmétique, au moins à notre niveau, c'est l'art de la divisibilité. Et là, on a transposé la divisibilité en la contenance, selon la maxime. Diviser, c'est contenir. C'est comme pour le coronavirus. On divise la population, c'est pour contenir la maladie. Donc voilà. Maintenant, on va voir le lemme chinois tout de suite. Avec, on se donne, qu'est-ce qu'on va se donner? Deux entiers A et B. Et on va supposer qu'ils sont premiers entre eux. Voilà. Donc ici, on peut envoyer Z sur AZ. Ça, c'est ce qu'on avait dit dès le départ. Hein. Dès qu'on a une structure quotient, on a une application naturelle quotient. Donc là, on a deux applications naturelles parce qu'on a deux idéaux. Et à X ici, on va associer la classe modulo A et la classe modulo B. Et on a un morphisme. Évidemment, tout est construit pour avoir un morphisme d'anneau. Donc maintenant, on va pouvoir transformer ça en une bijection. Comment transformer ça en une bijection? Ça, on a l'habitude depuis le début. On quotiente ici pour avoir quelque chose d'injectif et on prend l'image pour avoir quelque chose de surjectif. Alors, d'abord, regardons le noyau. D'accord? Donc ici, on va l'appeler encore phi, c'est un morphisme d'anneau. Clair de phi, c'est l'ensemble des x. Vous voyez, d'accord, hein, ça c'est nul, c'est seulement si x est dans l'idéal. Donc si, hein, maintenant vous avez pris l'habitude, si x est multiple de A. Alors ici, x est multiple de A, donc A divise x, donc x tel que A divise x, et x entier, hein, évidemment, et B divise x aussi pour avoir 0, parce que 0, 0, c'est l'élément neutre ici. Alors, maintenant, vous le savez, c'est une belle propriété de l'arithmétique, c'est que si A et B divisent x, alors, ne vous trompez pas, PPCM, d'accord, de A et B, une chance sur deux, hein, des fois on dit le PGCD, mais bon, là c'est le PPCM, donc c'est les x dans Z, tel que le PPCM, donc je l'écris comme ça, hein, divise x. Mais là maintenant, on dégaine le fait que A et B sont premiers entre eux, donc le PPCM, c'est justement le produit. Donc ça veut dire que, vous l'avez compris, c'est les x qui sont multiples de AB, donc c'est le fameux, de toute façon on savait que ça allait être un idéal, un noyau c'est toujours un idéal, donc c'est l'idéal engendré par AB. On savait qu'on allait trouver à la fin un élément générateur, parce que on sait que Z est principal. Voilà. Donc ici, voilà l'histoire. Donc on va rendre phi injectif en quotientant par le noyau. Et ici, on va avoir une injection maintenant par un phi qui a été rendu injectif, donc ça s'appelle le passage au quotient, on a déjà vu, et Z
sur AZ croix Z sur BZ. Si vous voulez regarder d'un peu plus près, on prend la classe d'un X et on lui associe X, la classe de XA, XB. Alors vous voyez que, encore une fois, hein, le passage au quotient fait que ça c'est bien défini. A priori, ce n'était pas bien défini, mais a posteriori c'est bien défini. Ça ne dépend pas du choix du représentant dans la classe de X pour créer cette image-là. Mais là maintenant, ben, qu'est-ce qu'on remarque? Et c'est là, je disais, on est passé dans des ensembles finis, c'est important. Ça, c'est fini, mais c'est le cardinal AB. Et ça, c'est fini aussi, et c'est le cardinal ben, A fois B. Donc, une injection avec même cardinaux, c'est une bijection. C'est souvent comme ça hein, qu'on montre, hein, qu'on a des surjections. Hein, d'accord? Et ici, on va avoir donc un isomorphisme. Je vous ai rappelé que c'était le Graal de l'algébriste. On a un isomorphisme. Ça s'appelle le théorème Galas chinois. Ça veut dire en gros que si on se donne des restes, modulo A et modulo B, on peut trouver un X qui va réaliser ces restes. Si A et B n'avaient pas été premiers entre eux, alors bon, là on a un petit résultat qui dit que l'image n'est plus, il y a des éléments qui n'ont pas d'antécédent par phi, mais l'image, ben, vous voyez que ici on n'aura plus AB, d'accord? On va avoir, quand on va regarder, on va avoir le PPCM, d'accord, d'abord. Donc, quand on va quotienter par le PPCM. Et maintenant, quelle va être l'image? Et l'ensemble des couples, de toute façon, c'est forcément des couples. Ici, classe de X et classe de Y. Voilà, modulo B. Tel que X modulo D est égal à Y modulo D. Alors, bon, faut montrer que ça ne dépend pas encore du choix. Et où D, c'est le PGCD, cette fois-ci, de A et B. Bon, c'est peut-être pas clair dit comme ça, mais vous avez des bonnes références où tout ça, c'est fait. Voilà. Alors, maintenant, on va donner un exemple d'utilisation qui illustre la notion de structure quotient, l'utilité vraiment d'aller dans un quotient, sans que ce soit pour des nécessités de bijection. Alors, là on le voit mieux, c'est dans les équations diophantiennes. D'accord. Donc les équations diophantiennes sont des équations à coefficient algébrique, hein, à coefficient dans Z, et dont on cherche des solutions entières, a priori, en tout cas ce sera notre définition. Et on va tout de suite regarder l'équation suivante, x2 plus y2 moins, puis je vais prendre un nombre, je fais exprès qu'il soit premier, hein, 31, Z2 égale 0, et donc le but là maintenant, ça va être de montrer que la seule solution, ce soit 0, 0, 0. D'accord? Donc, bon, 0, 0, 0 est solution. On peut remarquer, maintenant, on va le faire par l'absurde, hein, par l'absurde. S'il y a une solution non nulle, alors quitte à changer tous les négatifs en positifs, par leur valeur absolue, ben, vu qu'il n'y a que des carrés, donc on peut supposer, donc si, par l'absurde, on va mettre par l'absurde,
si il existe une solution non nulle, que l'on peut supposer positive, on peut supposer x, y, z avec un des trois positifs, hein. Donc les trois sont positifs ou nuls, mais avec x, y, z non nuls. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est faire une... On peut supposer que la somme x plus y plus z est minimale. Et bien sûr non nulle, puisqu'ils sont tous positifs et qu'ils sont, ils sont non tous nuls. Voilà. Donc on suppose ça, puis c'est avec cette minimalité qu'on va obtenir une contradiction. Eh bien là c'est naturel, on va regarder modulo 31, puisque c'est là qu'on se sert, hein, d'accord, toujours du fait qu'on a une structure quotient, hein, d'accord, c'est le thème. Hein. On va pouvoir mettre une barre là et une barre là. Ça c'est l'application qui a x donne x bar, qui est un morphisme. Et comme c'est un morphisme, ça va impliquer que x bar carré, donc c'est un morphisme d'anneau, hein, on commute avec l'addition, on commute avec la multiplication, et ici on a 31 z bar égale 0. D'accord. Maintenant, on regarde donc ça modulo 31, et ici, ça va faire, ce 31 bar va faire qu'on aura 0 ici. Ça s'élimine. Alors maintenant, on va montrer dans un premier temps que x bar, donc on a, hein, je le mets en évidence, x bar carré plus y bar carré égale 0. Bon, alors, montrer que x bar et y bar est égal à 0. On va montrer ça. Comment on montre ça? On va rappeler d'abord que 31 est premier. Donc, z sur 31z est un corps. Et vous le savez, par exemple, on va supposer, on peut se ramener à x. X et y jouent des rôles symétriques, hein, donc on peut supposer par exemple x différent de 0, par l'absurde, et le cas y différent de 0 sera absurde de la même manière, et donc comme on est dans un corps, donc x bar est inversible. Voilà. Comme il est inversible, il a un inverse. On va appeler U bar son inverse. Et regardez, hein, on va avoir Y bar carré est égal à moins, on passe de l'autre côté, et ici je vais multiplier par U carré fois Y carré est égal à moins U carré, donc je multiplie par U bar carré des deux côtés, X bar carré. Maintenant, avec des petites manipulations, on a Y carré est égal à moins, et ça c'est X carré, comme on a pris l'inverse, ça fait moins, moins 1 au carré, donc moins 1. Voilà. Donc ça veut dire que moins 1 est un carré, c'est le carré d'un certain A, ça n'a pas été encore choisi, encore A, donc avec A dans Z sur 31Z, et on peut même dire que A est non nul, parce que s'il était nul, son carré ça ferait jamais moins 1, donc ici on est dans le groupe multiplicatif. Donc ça, on sait, comme on avait un corps
que ça, c'est un groupe multiplicatif, c'est Z sur 31, Z étoile. Et il possède, comme on a enlevé 0, il possède 30 éléments. Maintenant, moins 1, je vais mettre un bar sur moins 1 quand même, c'est plus propre. Et maintenant, je vais utiliser le théorème de Lagrange, ou si vous préférez le théorème de Fermat. Donc maintenant, quand je vais écrire A puissance 30, c'est égal à 1. Mais A puissance 30, ça fait A puissance 2 puissance, donc A puissance 2 puissance 15, d'accord? Ok? Donc ça fait moins 1, ça fait 1, pardon. Mais, a priori, comme 15 est impair, ça fait moins 1. Donc on a moins 1 égale 1. Alors attention, il ne faut pas tout de suite crier à l'absurde, trop tôt. Hein. Il y a encore un petit argument qui reste, c'est 1 bar égale moins 1, ça veut dire que 2 égale 0, ça peut arriver. Donc ça veut dire que 2 est dans l'idéal nul, ça veut dire que 2 appartient à 31 Z, ou oui. Voilà. Et ça, c'est impossible. Voilà. Donc, on vient de montrer que X et Y, avec cette solution qu'on avait supposée minimale, X et Y sont, comme X bar et Y bar, on a montré qu'ils étaient nuls par l'absurde, ils sont donc, X et Y sont multiples de 31. Alors maintenant, regardez, 31 divise X et divise Y. Ça veut dire que 31 au carré divise X au carré et Y carré. Et donc, d'après cette égalité, 31 au carré divise 31 Z2. Donc, ça veut dire que 31 divise Z. D'accord, on peut simplifier, donc ça se voit facilement, c'est bien du fait que Z est intègre. Et 31 divise Z2, pardon, ici. Et ça, il y a ce fameux lemme d'Euclide qui dit que si, puisque 31 est premier et qui divise un produit, alors il divise forcément un des deux, mais comme un des deux, donc c'est le même, ça veut dire que 31, dans les deux cas, divise Z. Donc maintenant, on a 31 qui divise X, Y et Z, et on a une équation homogène. Donc, on peut diviser par 31 au carré, et on va avoir que x sur 31, qui est un entier, hein, plus y sur 31 au carré, moins, donc là, quand on va diviser par 31, donc 31 fois z sur 31 au carré est égal à 0. Voilà. Et donc on a une solution, mais puisque les x, y et z n'étaient pas tous nuls, ben forcément la somme ici est plus petite que la somme dont on était parti. Hein, d'accord? Donc on a x sur 31 plus y sur 31 par minimalité. Ben, a priori, c'est égal à x plus y plus z sur 31. Et forcément, c'est plus petit que x plus y plus z, sauf si x plus y plus z est égal à 0, ce qu'on a supposé faux. Alors ça s'appelle une méthode de descente de Fermat, hein, de montrer qu'il n'y a pas de solution, parce que à chaque fois, il y a un argument de minimalité qui fait que c'est impossible. Et donc, l'ensemble des solutions, ça ne peut être que le triplet 0, 0, 0. Et on a fini, et on a surtout illustré l'utilité du passage au quotient
hein, en utilisant, parce qu'on se retrouve dans un monde où il y a Lagrange, et en fait, il y a derrière ça le symbole de Legendre. En fait, tout vient du fait que 31 est congru, est un premier, d'accord, c'est un premier, qui est congru à 3 modulo 4. Vous pouvez remplacer 31 par n'importe quel nombre premier congru à 3 modulo 4, et tout ça, ça va marcher. J'ai pris 31 comme ça, pour qu'il soit pas trop gros à écrire, ni trop petit, où on pourrait avoir des méthodes vraiment complètement triviales. Voilà, c'est fini. 4, et tout ça, ça va marcher. J'ai pris 31 comme ça, pour qu'il soit pas trop gros à écrire, ni trop petit, où on pourrait avoir des méthodes vraiment complètement triviales. Voilà, c'est fini.